Bonjour et bienvenue pour ce module 3 sur les leviers de la démarche interculturelle. Ce module a pour objectif de permettre de mieux comprendre ce qu'est la démarche interculturelle et de donner des outils afin de pouvoir l'adopter correctement. Après en avoir vu les obstacles dans le module précédent, nous allons maintenant évoquer 3 des principaux leviers de la démarche interculturelle. Voici quelques éléments de contexte et de définition. Les chercheurs ont commencé à s'intéresser à la démarche interculturelle dans les années 1990 avec le développement de la mondialisation. Cette méthode a été appliquée en tant que critère de sélection des personnes les plus aptes à s'adapter à un travail à l'étranger. La notion de compétence interculturelle a d'abord été définie comme la capacité à communiquer avec des personnes de cultures différentes et à surmonter les échecs dans la communication. Lié à ce concept, on retrouve souvent des listes de compétences qui donnent lieu à des portraits robots de la parfaite personne capable d'une posture interculturelle. Mais cette méthode est assez critiquée, car trop généraliste, et elle ne s'adapte pas suffisamment au contexte social et politique dans lequel se pratique la démarche interculturelle. Nous allons nous intéresser à ce que d'autres chercheurs ont défini comme l'attitude interculturelle, qui permet de comprendre en profondeur les processus fondamentaux à la base de la capacité d'ouverture et de tolérance à la différence culturelle. Basons-nous sur la méthodologie de Cohen-Emmerich, fondée sur l'analyse des chocs culturels que nous avons évoqués dans le module précédent. Cette analyse ouvre un espace qui permet de mieux comprendre comment nos propres valeurs et nos attentes culturelles façonnent nos interactions. Les outils, dont nous allons parler juste après, sont là pour vous permettre d'atteindre un certain degré de neutralité culturelle et d'aboutir ainsi à une meilleure négociation et à accéder à des compromis. Cette approche, dynamique et didactique, se base sur 3 étapes qui s'entremêlent souvent tout au long du processus. La décentration, l'analyse du système de l'autre et enfin, la négociation. La décentration, c'est le processus qui permet pour la personne qui l'applique sur elle-même d'identifier son cadre de référence tant personnel que professionnel, de repérer et d'analyser ses zones sensibles, c'est-à-dire ces zones construites à partir de son histoire personnelle, qui, touchées par des paroles ou le comportement d'autrui, peuvent provoquer chez la personne de vives réactions. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un cadre de référence ? Il peut être comparé à des lunettes au travers desquelles chaque personne perçoit le discours et les actions de l'autre. Chaque personne possède ses propres lunettes. Sauf qu'il faut garder en tête que ces lunettes, nos opinions, nos avis sont biaisés. Pourquoi ? Penchons-nous sur le modèle de l'iceberg d'Edward Hall. Ce modèle fait la distinction entre la culture externe, en surface, qui représente 10% de la culture totale et qui est visible pour les autres, et la culture interne, immergée, qui représente 90% de la culture totale, que les autres ne peuvent pas voir, ou du moins avec du temps et de l'effort. La culture est ici comparable à un iceberg, car elle comporte une partie visible et une partie cachée. Les manifestations visibles de la culture ne sont que la partie émergée de l'iceberg. En revanche, c'est la partie immergée qui est la fondation solide de ces manifestations visibles. De même, nos comportements, agissements et paroles représentent la partie visible de nous-mêmes, alors que nos sentiments et nos pensées restent invisibles, à moins bien sûr de les communiquer. En conclusion, lorsque nous rencontrons une autre culture, nous avons tendance à interpréter le comportement observé en nous basant sur notre propre iceberg, notre propre ensemble de valeurs et de croyances, ce qui peut produire un choc culturel. Il est important de garder à l'esprit que le comportement observé est superficiel et qu'il se base dans des valeurs qui ne sont pas clairement visibles. Une équipe de consultants américains en management propose la division suivante de l'iceberg. Tout d'abord, les lois, les coutumes, les rituels, la gestuelle, l'habillement, l'alimentation sont autant d'éléments qui font partie de la culture, mais ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. Les éléments prédominants de la culture, eux, sont ceux qui se situent sous la surface des interactions quotidiennes. On les appellera les orientations normatives. Elles sont le fait de préférer certains résultats à d'autres. Apprises implicitement, difficiles à modifier et subjectives, elles concernent nos orientations sur des sujets comme le rapport au temps et à l'espace, les notions de courtoisie, de relations amicales, de rapport à la beauté, de façon de se tenir ou encore notre langage corporel. En résumé, la décentration permet de se connaître soi-même, avoir connaissance et conscience de nos propres représentations, nos valeurs et nos normes. Il faut donc être en capacité de les relativiser sans les renier et se dire que chacun a sa propre grille de lecture. Il faut être conscient également de la sienne pour mieux comprendre celle de l'autre et la respecter. Nous avons vu il y a quelques minutes que le choc est déclenché lorsqu'une zone sensible de la personne est remise en question.
Prendre en considération ces zones sensibles permet de les relativiser et de prendre conscience de ses propres préjugés. La décentration est la première démarche interculturelle, mais elle n'est pas suffisante pour accéder à la compréhension de l'autre. Pour cela, il faut découvrir les cadres de référence de l'autre, ce qui permet d'entrer dans un processus de reconnaissance de ce qui compose notre interlocuteur. L'objectif de l'analyse du système de l'autre est de se mettre dans une posture d'observateur sur sa propre identité et sur celle de l'autre, de se rendre compte qu'elle peut être multiple et de pouvoir se distancier du regard posé tant sur soi-même que sur l'autre. Si renforcer ses connaissances sur une aire culturelle ou un pays, sur une ethnie spécifique ou sur les politiques migratoires peut permettre de renforcer le lien avec les populations qui en sont issues, cela reste insuffisant car cela ne prend pas en compte les situations individuelles ni les enjeux des interactions entre les migrants et les sociétés d'accueil. Les connaissances générales ne suffisent donc pas à concevoir les spécificités complexes des individus à accompagner, car il faut éviter de percevoir l'autre comme un prototype standardisé d'une culture et de l'enfermer dans une identité imposée et figée. Pour adopter cette posture de recul et analyser le système de l'autre, il faut notamment savoir identifier et analyser ces zones dites sensibles. Plusieurs catégories de zones sensibles ont été relevées. Premièrement, le corps et les repères spatio-temporels. Ensuite, les représentations de la famille, des rôles et des statuts de ses membres. L'éducation des enfants et l'évaluation de la maltraitance. L'attitude des parents vis-à-vis de la scolarisation des enfants. Et enfin, l'inadéquation et la nécessaire adaptation de certains modèles professionnels. Il faut analyser ces catégories de zones sensibles chez l'autre pour mieux comprendre et prendre des pincettes sur ces sujets. Dans la relation interculturelle, il faut prendre en compte l'identité de la personne dans sa globalité. Son vécu, chercher à comprendre son passé et son présent. Ses projets, considérer son futur et ses aspects affectifs et émotionnels. Il est important de souligner que bien souvent, dans l'accompagnement de la personne migrante, on va avoir tendance à se focaliser sur son parcours migratoire et notamment sur son exil et parfois pour certains l'expérience de la guerre. Nous avons l'impression que pour connaître la personne migrante, c'est sur ce point-là qu'il faut focaliser, alors qu'on a vu qu'il y avait une multitude de façons plus douces pour faire connaissance. En effet, le parcours de l'exil fait souvent référence à des points traumatiques pour les personnes l'ayant vécu et il est préférable d'attendre qu'elles en parlent d'elles-mêmes. Enfin, le dernier outil de la démarche interculturelle est la médiation, aussi appelée négociation. Négocier signifie identifier ce qui nous réunit, nous rassemble et nous rapproche. La notion de médiation et de négociation implique de faire des pas de côté, de renoncer pour les deux parties, l'accompagnant et l'accompagné. Il faut en revanche à tout prix éviter la violence symbolique, où l'accompagnant impose son code culturel à l'accompagné, dans un processus assimilateur qui viserait à faire disparaître, voire nier ce qu'est la personne en face. Pour réussir ce processus de négociation, il faut en premier lieu commencer par reconnaître qu'il y a un conflit de valeurs, et non un comportement aberrant ou une pathologie de la part de l'autre. Deuxièmement, il faut bien considérer la personne accompagnée comme notre égale, sans quoi aucun compromis équilibré ne pourra être trouvé. Enfin, pour arriver à un accord, cette démarche de négociation se doit d'être équilibrée. Le professionnel doit être flexible. Quelles sont les clés d'une bonne négociation ? En plus d'une communication bienveillante et d'une écoute active, il faut savoir particulièrement bien s'entourer et développer un important réseau de partenaires, qui est la clé principale de réussite. Enfin, une des clés les plus importantes pour réussir sa négociation est d'écouter sans vouloir modifier l'autre. Le dialogue touche toutes les dimensions des relations humaines, la famille, le couple, le travail et la relation éducative. Finalement, au cours de ces échanges interculturels, on se rend souvent compte que l'on partage des valeurs universelles, mais qu'on les applique ou priorise différemment. C'est entre autres sur ces valeurs partagées que l'on peut construire la rencontre en profondeur et qu'ainsi la négociation se passera de manière bien plus pérenne.